Bienvenue dans ces nouveaux webinaires jeudi de la FGC. Alors aujourd'hui, il sera consacré à un thème un peu particulier, en tout cas non fréquent dans nos webinaires. Ce sera un peu moins technique que d'habitude. On va pas parler de structure, de calcul ou autre, mais par contre, on va parler de l'histoire du ciment, puisque on en a bien besoin du ciment pour faire du béton, et on se pose peut-être pas souvent la question des origines historiques de la production des ciments, en particulier en France. Donc, on inaugure un genre un peu nouveau, mais je pense que ça caractérise bien la FGC d'avoir un panel de sujets les plus variés possibles. Et c'était bien aussi dans cet esprit qu'on avait mis en place la commission Histoire et Patrimoine, dont son président Bernard Quesnay est avec nous et à qui je vais laisser la parole prochainement. Je voulais juste vous dire que donc le prochain webinaire de la FGC aura lieu le 4 juillet. Le 4 juillet, ce sera le dernier de notre premier semestre de l'année et il sera consacré à la présentation de ponts en composite. Avec certaines réalisations, et pas seulement d'ailleurs des passerelles piétonnes, des ponts routiers qui ont déjà été réalisés en Belgique, aux Pays-Bas et quelques-uns en France sur des voiries communales. Donc c'est un sujet assez intéressant. Et puis on fera une petite pause en août et on reprendra en septembre avec un webinaire sur la rénovation du pont de Mauves. Ça correspond à une journée technique qui a été organisée par la délégation Grand Ouest il y a quelque temps, qui avait recueilli beaucoup de participants et c'était un sujet vraiment intéressant. Et c'est Thibaut Panissier du conseil départemental de Loire-Atlantique qui nous fera une présentation, un résumé un peu de ce qu'ont pu voir les gens quand ils étaient sur place pour la visite du chantier. Voilà, vous pouvez retrouver tous les anciens webinaires de l'AFJC en replay sur le site, hein. C'est accessible pour tous les membres. Et je laisse la parole à Bernard Quesnay pour à la fois peut-être dire deux mots de la commission Affaires et Patrimoine et puis pour présenter le sujet d'aujourd'hui. Très bien, très bien, merci Didier. Bonjour à tous. Bienvenue ce soir donc, à ce nouveau webinaire. Donc effectivement, celui-ci est consacré au patrimoine et il rentre on va dire, dans le cadre de notre commission Histoire et patrimoine du génie civil. Bon, je ne veux pas représenter cette commission que beaucoup connaissent et je vois un certain nombre de membres ici, donc ça me fait bien plaisir. Cette commission fonctionne bien en attendant, parce que cette semaine encore, là, nous avons visité le pont de Cézy dans Lyon, une très belle organisation dans laquelle Didier était aux manettes, mais pas seulement, aussi avec la délégation concernée. Et voilà, on continue on va dire, notre parcours historique, en fait, puisque précédemment, on a visité le phare de Cordouan, donc un très bel ouvrage aussi, hein, dans l'estuaire de la Gironde. Auparavant, c'était le fort d'Ackenberg sur la ligne Maginot. Donc, vous voyez, c'est un tour de France, en fait, d'un certain nombre de sites emblématiques. Et ce soir, donc, nous avons effectivement pris la décision de parler de ciment, mais plutôt la jeunesse du ciment en France en particulier, dans le Boulonnais, puisqu'en fait, c'est dans le nord de la France, semble-t-il, que l'industrie a démarré. Et pour ça, donc, nous accueillons Marine Bourgault, qui est historienne de l'art, de l'histoire et des patrimoines, donc qui gère maintenant la société Instant Patrimoine. Et Marine va nous parler de son travail qui est venu compléter un projet technique qui s'appelait le projet Cassis, qui avait démarré en 2019, hein, cofinancé par le Laboratoire de recherche des monuments historiques, le LRMH, et l'IMT de Douai. Une thèse qui avait été menée par Marwa Djebaoui, dirigée par Vincent Thierry. Et Marine est venue, elle, apporter un complément sur le volet historique, en fait, puisque cette thèse était purement technique et sur une démarche très scientifique. Et Marine, elle l'a complétée avec cette étude qu'elle va nous livrer à présent. Voilà, Marine, je vous laisse la parole et vous pouvez compléter mes propos si vous le souhaitez. Merci déjà de me permettre de faire parler de ces recherches. Bonjour à tous.
Donc, bon, bah, pour compléter, juste par rapport à cette étude, les objectifs étaient assez grands. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était une région qui n'avait pas été vraiment étudiée jusqu'à présent, comparée au ciment sur le secteur de Grenoble ou de Marseille, qui avait déjà bénéficié d'études historiques et documentaires. Le Boulonnais, lui, n'avait pas bénéficié de ce genre de travaux. Pour autant, ces ciments étaient repérés dans différentes constructions et forcément des questions sur leur restauration commençaient à se poser. Euh, donc il fallait approfondir nos connaissances. Donc il a fallu établir une chronologie fine, vraiment de cette histoire. Jusqu'à présent, les dates qu'on pouvait trouver dans les ouvrages ne correspondaient pas. On s'est rendu compte qu'elles ne correspondaient pas avec les recherches que nous avons menées. Il fallait aussi en savoir un peu plus sur les techniques de fabrication du ciment romain fabriqué dans le Boulonnais et par la suite donc, du ciment Portland qui a été donc, inventé dans le Boulonnais pour ce qui est de la France. Les premières usines de ciment Portland sont situées dans le Boulonnais. Et aussi, on avait cette envie de pouvoir constituer quand même un premier corpus d'édifices érigés avec ces ciments. Donc des ouvrages assez majestueux et aujourd'hui que tout le monde connaît ont été édifiés avec, ou en tout cas ont bénéficié de cet apport technique. Donc je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc voici le sommaire de la présentation. Je vais vous donner des informations donc, sur la genèse de cette industrie. Tout va commencer en fait sur les plages du Boulonnais. Vous donner des informations aussi vraiment sur cette transition de cette production très artisanale à au final une production industrielle et qui permettra au Boulonnais de devenir vraiment un berceau majeur de cette industrie. Et par la suite, vu que je parle du Boulonnais au sens large, l'idée n'était pas non plus de se focaliser uniquement sur Boulogne-sur-Mer, qui est vraiment l'endroit où tout part, mais aussi de voir un petit peu ce qui s'est passé sur l'ensemble de ce territoire qui comportera environ 16 usines à la fin du 19e siècle. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour fabriquer des ciments dans le Boulonnais, qu'ils soient romains ou Portland. Malheureusement, il fallait quand même, avant de se lancer dans cette aventure, savoir où les trouver. Et ça n'a pas été une mince affaire. De nombreuses études géologiques vont être réalisées sur ce secteur dès le 17e, 18e, au moment où tout commence à se mettre un peu en marche sur les questionnements sur la géologie. Pour autant, les informations ne sont pas très claires, ne sont pas précises. Et on va dire que le 19e siècle sera vraiment la période charnière pour cette étude de la géologie et aussi du coup pour la découverte de ce matériau et de son évolution. Donc, juste pour redonner quelques dates importantes qui concernent l'histoire du ciment. Donc voici une petite frise. Cette frise resitue notamment le brevet déposé par Monsieur Parker, l'anglais qui a breveté le ciment romain. Autre date intéressante aussi sur cette frise, donc sont indiquées notamment les dates en lien avec Louis Vicat et avec ses découvertes. Les premières aussi utilisations du ciment dans les restaurations des édifices, par exemple la cathédrale de Bourges ou d'Amiens, qui vont bénéficier de ce matériau. Et aussi donc, les premiers essais sur le secteur de Boulogne-sur-Mer qui vont nous intéresser. Donc, la date qui nous intéresse là tout de suite, c'est celle de 1802. Donc, cette date marque vraiment le début des recherches en France, mais des recherches qui vont pouvoir aboutir. Alors, cette date correspond à l'arrestation d'un Anglais sur les plages de Boulogne-sur-Mer. Il avait les poches remplies de galets. Alors, c'est vrai que c'est une anecdote qui porte à sourire. On était en pleine guerre donc, entre les Français et les Anglais. Et cet homme un peu fou décide de traverser la Manche
Il était en fait un ouvrier dans les chantiers de construction anglais et il s'est interrogé sur la nature des galets qu'on pouvait trouver sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Dans sa tête, il s'est dit peut-être qu'il y a possibilité de faire les ciments que nous on fait côté anglais, peut-être qu'on peut les faire aussi côté français. Donc il traverse la Manche, il se fait arrêter naturellement puisqu'on est en pleine guerre. Mais quand il se fait arrêter, il est remis à des ingénieurs qui comprennent tout de suite l'intérêt en fait de la chose et qui vont vraiment porter un intérêt très très fort sur ces informations, à tel point qu'une commission va être créée. Donc des ingénieurs et des chimistes vont se réunir pour justement réaliser des essais à partir des informations fournies par cet Anglais qui s'appelait Monsieur Smith. Alors forcément, Monsieur Smith, hein, bon, il est peu probable que ça soit son véritable nom, parce que forcément, il a bien expliqué que s'il donnait ces informations, il aimerait bien aussi être récompensé par l'État français. Donc, on sait peu de choses sur lui au final, mais les informations qu'il va donner seront vraiment très importantes puisque les résultats de cette commission seront publiés pour justement montrer qu'il est possible à Boulogne-sur-Mer de fabriquer du ciment. Alors, on ne va pas appeler ça ciment romain parce que forcément, toujours cette guéguerre entre les Anglais et les Français. Donc, il est hors de question que ça porte le même nom en fait que le ciment, enfin, le nom ciment romain que les Anglais ont donné. Donc, l'idée va être de donner un autre nom à ce produit. Ça sera donc le nom de plâtre ciment. Mais ce terme n'a rien à voir avec le plâtre, hein. Faut se rassurer là-dessus, c'est vraiment juste pour se démarquer. L'idée, donc, c'est voilà, d'avoir un produit qui permettrait de concurrencer le ciment produit par les Anglais. Donc, cette commission donne plein d'informations sur les roches qui ont servi à la confection du ciment. Donne aussi des informations sur les expériences qui vont être faites. Des briquettes vont être réalisées justement pour comprendre la dureté, la résistance du ciment. Donc tout ça, c'est publié. Toute la France et l'Europe auront accès à ces résultats. Ils vont même établir également une liste d'usage de ce qui peut être fait du coup avec le plâtre ciment, donc tuyaux, robinets. On peut l'utiliser aussi pour des constructions en contact avec un milieu humide, donc c'est idéal pour les jetés, les digues, les piles de pont. Il peut être mélangé avec une certaine quantité de sable et également de granulats. Donc il y a la possibilité en plus de ça de faire évoluer le matériau dans d'autres conditions qu'avec une utilisation pure. Et il peut aussi être utilisé comme enduit. Donc, les Français ne sont pas peu fiers de pouvoir officiellement dire à l'Europe qu'ils sont en capacité de fabriquer du ciment romain, même si eux l'appelaient le plâtre ciment. Néanmoins, l'effet escompté, ça va un peu retomber comme un soufflé, tout ça, puisqu'il est impossible de trouver l'endroit où sont vraiment issus ces galets. Donc, il est impossible de faire une industrie à partir de simples galets récupérés sur la plage. Ça serait vraiment de façon très artisanale, tout ça. Donc, ils essaient de trouver vraiment la roche-mère en fait, qui a fourni ces galets. Et malheureusement, ils n'y parviennent pas. Donc, ils ne vont pas pouvoir prétendre réellement concurrencer l'industrie anglaise. Et au final, personne ne pourra fabriquer de ciment sur Boulogne-sur-Mer. Néanmoins, ces informations, vu qu'elles ont été publiées à tous les ingénieurs chimistes de l'époque, d'autres secteurs de France vont essayer de réutiliser ces informations et trouver du coup des roches qui se rapprochent de celles trouvées sur la plage pour, de leur côté, essayer aussi de trouver au final une solution pour ne plus avoir à importer et à faire venir donc le ciment anglais.
hop, je passe sur la frise qui suit, qui va nous concerner après par la suite. Donc voilà, pendant plusieurs années, à Boulogne-sur-Mer, rien ne se passe. Toute la France, elle, propose enfin toute la France, certains secteurs, notamment autour donc de Grenoble, proposent du coup des ciments. Une véritable industrie commence à se lancer dans ces régions, mais Boulogne-sur-Mer, rien ne se passe. On se dit, bon, bah, au final, peut-être que nous, on ne peut pas, donc on achètera soit aux Anglais, soit aux industriels du sud de la France, ou du côté de Grenoble, et puis bon, bah, tant pis. Néanmoins, certains chaufourniers parviennent à fabriquer, alors on ne sait pas encore si c'est de façon accidentelle ou volontaire, fabriquer quand même des chaux qui sont très très proches de ce ce qui était appelé donc le plâtre ciment. Donc, il est possible tout de même qu'une production artisanale volontaire a perduré en fait sur ces années, parce que donc, ces recherches datent de 1802 et les premiers essais vraiment sur Boulogne-sur-Mer pour le ciment romain qui donneront lieu du coup à l'industrie datent de 1848. Pendant quasiment 50 ans, on peut se poser la question du coup si les chaufourniers ne savaient pas déjà fabriquer ce ciment et l'utiliser que par parcimonie, parce que même eux, au final, ne savaient pas réellement où était la roche-mère, mais de temps en temps pouvaient quand même produire. Enfin bon, des recherches complémentaires pourraient être faites du coup sur ce volet-là. Voilà, pendant 50 ans, rien ne se passe sur Boulogne. En 1845, Louis Vicat, on lui demande de parcourir la France pour justement essayer d'identifier les roches propres à la fabrication des ciments et des chaux hydrauliques. Donc, on se dit, tout va redémarrer. Et effectivement, sur Boulogne-sur-Mer, ça va commencer à faire des émules. Là encore, les publications de l'UEK vont permettre d'identifier du coup des secteurs, sans pour autant cibler réellement la couche qui a été utilisée dans la couche géologique qui a été utilisée, mais en tout cas, des secteurs sont identifiés et ça commence à attirer les notables de Boulogne et du Boulonnais qui aimeraient bien avoir un peu la même vie que les industriels du sud de la France et donc se faire un peu d'argent sur cette industrie. Donc, on a Monsieur Dupont et Monsieur de Marle qui décident de s'associer pour chercher cette roche. Donc, ils s'informent sur l'étude de Louis Vicat. Toutefois, voilà, les informations apparemment ne sont pas suffisantes et ils vont voir les chaufourniers. Donc, comme je disais, les chaufourniers avaient déjà de temps en temps la possibilité de fabriquer ce ciment. Donc, ils vont voir les chaufourniers de Boulogne-sur-Mer et ce qui n'est du coup pas très étonnant, ils les emmènent sur la plage donc qu'on appelle la plage du Moulin Ouibert au nord de Boulogne et leur montrent en fait les galets et la falaise. Donc, forcément, ils se disent qu'il va falloir acheter un morceau de falaise. Ils commencent un peu à réfléchir à tout ce qui va être nécessaire d'entreprendre, financer. Au final, Monsieur de Marle décide de laisser de côté le projet et laisse Monsieur Dupont se charger tout seul de cette ambition de fabriquer du ciment. Lui retourne en fait, il redevient ingénieur pour les chemins de fer du Nord. Et voilà, Monsieur Dupont se retrouve tout seul. Donc, il obtient l'accord en 1947 pour exploiter donc 400 mètres de plage au pied des falaises. Donc, ça lui permet d'avoir accès à la fois aux galets, mais également aux différentes couches de cette falaise qui permettra donc de fabriquer les premiers ciments romains sur le secteur. Donc, Monsieur Dupont, dans son ambition de lancer la première usine de ciment romain sur Boulogne,
s'installe sur la partie que l'on appelle Capécure, qui est au sud. C'est la partie en fait industrielle de Boulogne-sur-Mer. Ça permet d'avoir accès en fait au port et dans peu de temps au chemin de fer qui va s'installer jusqu'à cette zone pour pouvoir installer son premier four à chaud. Au début, donc, il utilise un four à chaud pour fabriquer ce ciment. Et au bout de 2 ans, il a fait plusieurs essais et il se rend compte que ça y est, c'est bon, il est prêt. Et en 1850, officiellement, la première usine sort de terre. Il a 5 fours, 6 paires de meules, une soixantaine d'ouvriers. Donc, on sent que voilà, M. Dupont a de l'ambition et a bel et bien l'intention de concurrencer donc, le ciment qui est produit juste en face, donc côté anglais. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle étape. On n'est plus sur la partie artisanale que pouvaient faire les chaufourniers. Là, on est vraiment sur quelque chose de défini et on va vraiment sur le volet industriel. Donc rapidement, il va fournir les chantiers du port de Cherbourg, les égouts de Bordeaux, mais également du coup directement sur Boulogne-sur-Mer, hein, les différents travaux qui sont menés sur les bassins du port de Boulogne. Et les ingénieurs sont plutôt convaincus par ce ciment romain. Et ils font plusieurs essais et se rendent compte qu'il égale vraiment celui produit par les Anglais. Donc là, Monsieur Dupont se dit c'est génial, mon entreprise va pouvoir perdurer dans le temps, je vais pouvoir investir. Voilà, il ne s'inquiète pas trop. Donc ça, c'est 1850. Problème, on a le ciment Portland qui commence à faire son arrivée sur le territoire français. Ce ciment est préféré assez rapidement par les ingénieurs pour certains ouvrages, certaines constructions. Et Monsieur Dupont, du coup, commence à s'inquiéter et se dit, mince, je pensais que j'allais pouvoir avoir une belle vie devant moi et perdurer et avoir une usine prospère. Mais le problème, voilà, c'est qu'il se rend compte qu'il va falloir qu'il redouble d'efforts pour concurrencer de nouveau les Anglais et proposer ce nouveau ciment qui semble être celui en fait, qui va détrôner le ciment romain. Donc en 1851, il décide de trouver des ingénieurs pour pouvoir concevoir ce ciment. Au début, il retourne vers Monsieur de Marle, mais bon, vu qu'ils ne s'entendent pas tellement bien, c'est un peu compliqué sur les premiers mois. Donc au final, Monsieur de Marle repart de nouveau et délaisse cette entreprise. Puis revient quelques mois plus tard, parce qu'au final, Monsieur Dupont, tout seul, ne parvient pas à trouver la solution. Et ça semble, comment dire, l'entreprise risque de faire faillite s'il ne pousse pas ses recherches plus loin. Donc, ils essayent de mettre de côté leur querelle pour justement fabriquer un ciment qui serait aussi bon que celui proposé par les Anglais. En mai 1853, donc 2 ans après cette envie de concurrencer de nouveau les Anglais, ils déposent un brevet. Alors, le brevet sera au nom de Monsieur Dupont et pas de Monsieur de Marle. Et ce brevet s'intitule Ciment Portland naturel. Donc à cette date, en France, aucun autre ciment façon Portland, encore moins façon Portland naturel, n'est proposé par des usines. Généralement, c'était des productions très accidentelles hein, qui avaient été faites, mais aucune usine n'avait été en capacité de produire ce ciment qui nécessite une technique bien spécifique de fabrication. Et surtout, ce ciment ne peut se fabriquer si il contient seulement que 23 à 24% d'argile. Donc en plus de ça, il y a quand même des spécificités très propres à ce ciment-là. Donc ça nécessite une connaissance très fine des techniques de l'époque et aussi la capacité à améliorer les brevets qui existent déjà. Donc, les premières années du ciment Portland naturel de Boulogne sont assez floues.
dans les différentes revues que j'ai pu consulter, les sources restent volontairement vagues. Donc, ça veut dire que M. Dupont lui-même reste volontairement vague et veut conserver certains secrets de fabrication. Monsieur Vica va même lui écrire pour justement en savoir un peu plus sur la fabrication de ce ciment, parce que lui aussi s'interroge sur les brevets. En mai 53, donc, il dépose un premier brevet. Quelques mois après, il donne un deuxième brevet qui vient en fait euh, être une proposition pour améliorer le premier. Cette proposition met encore plus de flou en fait dans la technique de fabrication. Et c'est pour ça que sur plusieurs années, Boulogne-sur-Mer, voilà, ils vont vraiment être les seuls à fabriquer ce ciment puisqu'ils restent volontairement vagues sur la technique de fabrication. Donc, pour ce qui est de la partie naturelle, artificielle, donc voilà, il dit qu'il est naturel. Donc, ça sous-entend qu'on n'utilise qu'une seule roche qui a la bonne composition de base avec ses 23-24% d'argile et on fait tout avec cette seule roche-là. Malheureusement, il se rend compte que sur la falaise, les bancs ne sont pas suffisamment réguliers et qu'il va être obligé de venir de temps en temps ajouter une certaine quantité d'argile ou en tout cas en retirer pour justement avoir vraiment un ciment Portland de très bonne qualité avec la bonne proportion d'argile. Donc ça, il le dit, il le sous-entend, mais pour autant, il continue à afficher sur son brevet et également sur tout le marketing, en fait, que le ciment Portland est naturel. Donc sur les premières années, on ne sait pas réellement quelle quantité de ciment Portland naturel sort de cette usine, puisque même lui sous-entend qu'au final, de temps en temps, on est plutôt sur un Portland artificiel. Ce qui sous-entend également qu'on serait sur un Portland qui serait plus proche de ce que fabriquaient les Anglais. Puisque dans l'intérêt de clamer haut et fort qu'il est naturel, c'est pour concurrencer les Anglais et être certain en fait qu'on vienne lui acheter son ciment à lui et pas aux Anglais. Et vu qu'en France, il est le seul à le faire, au moins il était sûr de conserver l'intégralité du marché. Donc voilà, là, il y a une petite zone de flou qui pourrait être à approfondir dans les prochaines années pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà. Alors, pour parler un petit peu de la localisation des carrières de Monsieur Dupont, parce qu'à cette époque-là, il était encore un peu tout seul. La première zone d'extraction, c'est donc la falaise de Boulogne-sur-Mer. Donc là, vous avez aussi l'emplacement de la première usine, puis l'emplacement de la seconde usine. Pour ce qui est des carrières, donc je disais, donc la première zone, c'est au niveau de la falaise de Boulogne-sur-Mer. Puis, il va profiter de l'installation du chemin de fer pour pouvoir aller chercher des roches dans d'autres secteurs du Boulonnais et justement combler ce problème de régularité qu'il y a dans la falaise. Donc, il va aller jusqu'à 14 km plus au sud sur la commune de Neuchâtel pour trouver la bonne roche. Alors, pour des raisons inconnues, en 1856, donc ça fait seulement 3 ans que le brevet a été déposé pour le ciment Portland, ça fait seulement 3 ans que cette partie-là de l'entreprise existe, Monsieur Dupont décide de vendre ses parts, l'intégralité, à Monsieur Demarle. Donc, ils ont beau avoir été en froid pendant plusieurs années, il décide de lui vendre ses parts, mais se conserve le droit d'exploiter son brevet à l'étranger. Donc là, c'est pareil, là aussi, ça pourrait être intéressant d'approfondir cette partie-là, de savoir s'il a pu réussir à vendre son brevet à l'étranger et à peut-être concurrencer via l'étranger sa première entreprise. Ça, voilà, j'ai pas d'infos dessus. Donc, Monsieur Demarle se retrouve donc seul à la tête de l'entreprise. Il décide de prendre des associés quand même avec lui. Et ces associés, au final, ce sont des notables très connus de Boulogne-sur-Mer,
Donc on va avoir des banquiers, des personnes qui sont aussi au sein de la municipalité. Donc voilà, des personnes qui peuvent être influentes et très utiles pour le développement de l'entreprise dans les années à venir. Donc en 56, donc, ils vont se séparer et en 59, donc une usine entièrement dédiée au ciment Portland est construite en bord de Liane sur Boulogne-sur-Mer. Et cette usine, dans ses débuts, aura d'entrée de jeu, en fait, 15 fours à ciment. Donc ils savaient très bien que lorsqu'ils ont ouvert cette usine, qu'ils allaient avoir de la commande. Ils savaient très bien qu'ils allaient pouvoir trouver des clients rapidement et lancer une production assez conséquente. Donc après 10 ans de fonctionnement, l'usine est déjà en capacité de produire 32 000 tonnes de ciment annuel. Et ce chiffre, en fait, sera en constante évolution et n'arrêtera pas d'augmenter en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'usine sera détruite. Donc, en reprenant l'entreprise, M. Demar se fixe vraiment comme objectif d'améliorer encore plus le procédé de fabrication et invente un système qui s'appelle donc le système de bassin doseur qui permet de rectifier, de contrôler la qualité du cru en cours de fabrication. Donc, au fur et à mesure au début, en fait, au moment où on amène donc les roches, dans les premières phases donc, de fabrication, on va pouvoir vérifier le pourcentage d'argile et le rectifier. S'il y en a un peu trop, remettre un peu de calcaire. S'il n'y en a pas assez, remettre un peu d'argile. Donc, il y a vraiment en plus donc, une proximité avec aussi les laboratoires qui sont installés vraiment juste à côté de l'usine pour pouvoir rectifier et faire toujours avancer cette science et ces connaissances autour de la fabrication du ciment et également donc, de contrôler aussi la qualité du ciment qui va être produit. Donc, il va pouvoir se targuer de vendre un ciment avec une constance parfaite et donc avec une qualité très, très élevée. Il va déposer un brevet pour ce perfectionnement et ça va être un peu comme une revanche pour lui puisque cette fois-ci, son nom sera indiqué sur le brevet, ce qui n'était pas le cas pour le brevet initial sur les ciments Portland naturels. Au fil des recherches, je me suis rendu compte que le véritable inventeur du ciment Portland naturel de Boulogne-sur-Mer était en réalité Monsieur de Marle. Une source de 1890 écrira justement que, même si ça a toujours été flou pendant plusieurs années, le véritable inventeur, c'est Monsieur de Marle et pas Monsieur Dupont. Donc voilà, voilà, c'est une revanche pour lui et il va donc pouvoir commercialiser un ciment avec une qualité inégalable et une constante parfaite sur le marché français. Donc cette usine très moderne aura la capacité de fournir le gouvernement français, les compagnies ferroviaires, les futures métropoles françaises. Tout le monde, en fait, décide de se fournir chez lui. Un accord non officiel est même fait entre donc, l'usine de Boulogne, l'État, mais également Paris qui utilisera ce ciment pour l'intégralité de ces chantiers de modernisation de la ville. Donc, ça part des ponts jusqu'aux égouts, au métro. Donc, voilà. C'est aussi pour ça qu'il savait très bien qu'il pouvait, d'entrée de jeu, investir gros. Et je pense que, justement, les banquiers de l'époque ont bien compris le contexte et savaient très bien où ils mettaient les pieds et que cela allait être intéressant pour eux. Voilà, cette usine aura toujours, jusqu'à la fin de jusqu'à sa destruction, aura toujours des clients et de très, très gros clients. Hop. Donc là, je vous propose juste une vue. C'est ça que c'est bien de vous parler un petit peu de l'usine, mais aussi de vous montrer à quoi pouvait ressembler. Donc là, ici, on a un dessin de l'usine qui est non daté, mais vraisemblablement, on est sur la fin du 19e siècle. Et au-dessus, donc, nous avons le plan qui, lui, est plus ancien.
voilà, l'usine était gigantesque. Elle occupait une bonne partie des bords de la Liane. La voie de chemin de fer arrivait donc directement sur l'usine. Il y avait aussi la possibilité d'utiliser la voie fluviale pour pouvoir partir directement sur les bateaux. Parce que les Anglais, lorsqu'ils vont être en rupture de stock de leur ciment, n'hésiteront pas en fait à venir acheter les ciments directement à l'usine de Boulogne-sur-Mer. Donc ils ne sont pas rancuniers, hein. Et en plus de ça, ils reconnaissent en faisant cet achat-là que au final, bah, le ciment est d'excellente qualité. Donc voilà. Là ici, je vous ai mis d'autres détails. Donc là, la forme des fours à chaud, des fours à ciment, pardon, des fours à ciment Portland qui était présent, et aussi une vue qui, en fait, c'est issu d'une carte postale de la commune de Dèvres avait également une cimenterie, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Donc les bassins de repos sur lequel donc la pâte pouvait commencer aussi à sécher. Donc justement, pour évoquer cette usine de Dèvres. Donc, l'installation de l'usine sur Boulogne-sur-Mer va faire des émules. Les notables vont parler entre eux, ils se rendent compte que c'est intéressant d'investir dans cette industrie. Toutefois, il faut savoir où chercher pour pouvoir avoir les mêmes roches que sur Boulogne-sur-Mer. Donc, des recherches vont être réalisées. Il y aura deux petits malins aussi qui vont pas chercher midi à 14h, qui vont se dire, bah, de toute façon, nous, on travaille chez De Marle, on s'en va. Et puis, bah, on sait très bien que la carrière de Neuchâtel est suffisamment importante, enfin, le secteur, en tout cas, est suffisamment riche pour pouvoir installer de nouvelles carrières et surtout de nouvelles usines. Donc, eux vont s'installer sur cette commune. Donc là, M. De Marle va leur attendre un procès, mais il va perdre. Les contremaîtres, eux, auront donc le droit de s'installer sur cette commune, d'ouvrir leur propre cimenterie. Donc là, c'est vraiment donc en 1862 le début du développement en fait de cette industrie sur le secteur du Boulonnais. Donc ça commence par Neuchâtel, puis la commune de Dèvres qui est un peu plus dans les terres. Les roches qui sont sur place sont aussi propres pour faire du ciment. Donc, tout le monde se dit, il y a peut-être vraiment un bon filon à fouiller, et les notables du secteur vont s'intéresser à la chose. Et on comptait, à la fin du 19e siècle, il y avait 16 usines pour 13 compagnies sur tout le territoire donc, du Boulonnais. Hop, je vais vous mettre la carte. Donc, sur tout le territoire du Boulonnais, il y avait donc 16 usines donc réparties dans 9 villes différentes, toutes reliées donc par le chemin de fer. Et donc, ce secteur va fournir à la fin du 19e siècle 40% de la production française. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Boulonnais, contrairement aux autres secteurs à ciment, ne va pas envoyer son ciment dans d'autres pays, mais le conserver pour les commandes françaises. Donc, on peut se targuer déjà à l'époque de fabriquer et de construire nos édifices avec du ciment donc, issu du territoire français. Donc, juste pour revenir sur quelques informations juste avant, aujourd'hui, il reste encore une usine sur le secteur du Boulonnais. C'est la dernière qui existe encore, celle de l'Indre. Donc, c'est vraiment le dernier vestige visible, puisqu'aujourd'hui, tout a disparu. Les carrières ont été recouvertes par la végétation ou alors ont été transformées en étangs. C'est le cas à Neuchâtel ou à Dèvres également. Donc forcément déjà cet impact visuel a disparu. Les usines ont été détruites. Donc certaines, pour celle de Boulogne-sur-Mer, c'était la Seconde Guerre mondiale, et pour les autres, en fait, avec la concurrence qui existait sur le territoire du Boulonnais, puis après la concurrence étrangère, elles vont se racheter les unes entre les autres, et certaines vont disparaître et être détruites.
Et au moment où justement elles arrêtent leur fabrication, certaines vont rester en vestige pendant quelques années. C'est le cas sur Neuchâtel. Là, ici, vous avez justement un vestige d'un dossier de pré-inventaire fait par la région en 79, juste avant la construction comment ça s'appelle, d'un quartier résidentiel. Donc aujourd'hui, si vous vous baladez dans le Boulonnais, il est très difficile de comprendre que ce territoire a pu fournir la moitié du ciment produit en France. D'où l'intérêt d'essayer justement de valoriser un petit peu ce sujet dans les prochaines années. Parce que forcément, hop, ça avait aussi un impact sur le paysage, avec notamment des quartiers entiers d'ouvriers, un petit peu à l'image des corons sur le secteur du bassin minier. On avait donc, là pour le cas de Dèvres, les carrières qui étaient quasiment dans le bourg. Pour y avoir été récemment, à 500 mètres, il y a l'église. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez prégnant sur le paysage. Il faut aussi imaginer du coup la qualité de vie que pouvaient avoir les gens de ces villes, parce que forcément, il y avait les fumées, il y avait aussi la poussière de ciment, le bruit aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce passé est totalement oublié et il est impossible de comprendre ce que cela pouvait être. Donc pour conclure sur le sujet, donc le Boulonnais, donc comme je l'ai dit, s'est concentré sur le marché français. Mais pour autant, il a exporté quand même sur certains secteurs, l'Espagne, le Portugal, l'Égypte, les colonies françaises aussi ont bénéficié de ce ciment. Il va attirer les convoitises quand même des étrangers. Les Américains vont se pencher sur la question et essayer d'en savoir un peu plus sur les techniques de fabrication, ce genre de choses, pour justement essayer de fabriquer un ciment tout aussi bon. Donc, il y a un véritable âge d'or du Boulonnais entre 1860 et 1939, parce que malgré l'ouverture à la concurrence étrangère, la France continuera toujours de favoriser l'industrie du Boulonnais, puisqu'ils savent qu'il est excellent. Donc, pourquoi s'embêter à acheter ailleurs? Et puis, bon, jusqu'à 39, c'est vrai que le prix était encore aussi abordable pour, euh, pour le gouvernement. Donc forcément, il a favorisé cela. Donc comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, donc à partir de 39, donc on a la Seconde Guerre mondiale et déjà ça commence un petit peu à bouger, hein. Les petites usines se font racheter et des plus grosses donc s'installent. Toutefois, il n'y a pas encore vraiment trop d'impact de la concurrence étrangère sur cette partie-là donc, on va dire de 39 jusqu'à 54 en fait. Parce qu'avec l'effort de guerre et la reconstruction, ces cimenteries vont produire beaucoup et avoir suffisamment de clients pour rester à flot. C'est vraiment donc après, donc à partir de 55, 56, que là les choses vont un peu évoluer et ces usines vont commencer à fermer les unes après les autres. Pour vous donner un chiffre, enfin deux même, donc en 1897, la France produit 700 000, presque quasiment 800 000 tonnes de ciment, donc la France entière, en 1897. Et en 1931, la société de Boulogne-sur-Mer, avec toutes ses usines, produisait quasiment la même quantité que celle produite juste par la France, on va dire voilà, 30 ans plus tôt. Donc, cette société qui est née, en fait, qui est partie des galets qui étaient sur cette plage de Boulogne-sur-Mer, est devenue vraiment l'incontournable du ciment romain, puis très rapidement du ciment Portland, à un tel point que tout le monde, en fait, leur achetait le ciment.
Donc, ces recherches nous ont permis donc d'enrichir et d'affiner une chronologie qui était existante, mais qui avait besoin du coup d'être un peu revue parce qu'effectivement les dates que nous avons trouvées ne sont pas celles qui étaient proposées par d'autres historiens. Ça nous a permis aussi d'en savoir un peu plus sur les techniques de fabrication, qui, même si parfois sont présentées de manière quelque peu floue, de mettre aussi en lumière donc, ce patrimoine industriel qui est réellement oublié dans le Nord-Pas-de-Calais. Personne n'était au courant, enfin moi quand j'ai commencé les recherches, personne ne savait de quoi je parlais et je ne savais pas forcément non plus toujours à qui m'adresser d'ailleurs. Et ça nous a aussi permis d'identifier plusieurs infrastructures et édifices très intéressantes qui ont été construits avec ce ciment. Donc les connaissances accumulées vont pouvoir alimenter aussi des réflexions sur leur restauration, puisqu'aujourd'hui, ces ciments que l'on appelle ciments anciens ont besoin d'être entretenus et restaurés. Donc il était important d'en savoir aussi davantage sur leur composition et sur leurs caractéristiques. Aujourd'hui, juste pour signaler comme ça, moi je cherche aussi à approfondir certains points, notamment le lien avec les habitants, donc l'aspect un peu socio-économique, et aussi en savoir davantage sur la, la reconstruction qui a été permise grâce à ces usines du Boulonnais. Donc, pour présenter rapidement quelques grands édifices qui ont bénéficié de ces apports technologiques techniques. Donc, il y a déjà tous les ports de France, hein, il n'y en a pas un qui n'en a pas bénéficié. On a aussi donc les égouts des grandes villes. Donc, c'est le cas donc, de Bordeaux, de Paris. Les infrastructures aussi des compagnies ferroviaires, donc principalement celles qui sont situées dans le nord de la France, donc les ponts, les tunnels, ce genre de choses. Une majeure partie des ponts parisiens, le canal de Suez et aussi donc le phare du Port Saïd, qui est quand même une réalisation de Coignet. Les citernes de l'Opéra Garnier, qui lui permettent de se maintenir à flot et de ne pas justement se remplir d'eau. Là aussi, on est sur le ciment Portland donc, de Boulogne-sur-Mer. Pour résumer, en fait, tous les grands édifices parisiens qui ont eu besoin de ce ciment en ont. Si on veut aller au plus court, on peut résumer comme ça. Par exemple, pour toutes les expositions universelles et internationales, donc les fondations de la Tour Eiffel aussi, ont donc ce ciment dans leurs entrailles. Et si on veut aller un petit peu plus loin sur le secteur parisien, parce que c'est vrai que vu que c'est le plus gros acheteur, en fait, c'était Paris et le gouvernement, on a énormément d'exemples donc, du coup sur cette partie-là. On avait aussi, je ne sais pas si vous connaissez cela, à l'origine, par exemple, les grandes avenues parisiennes, donc même les Champs-Élysées, étaient pavées avec des pavés en bois et ils étaient scellés avec donc du ciment, des cimenteries de Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui à Paris, alors attendez que je retrouve rapidement l'information, il reste un secteur avec des pavés. Naturellement, je ne retrouve pas l'information. Il reste un secteur pavé dans une petite ruelle. Donc, on a les pavés en bois et ce fameux ciment. Ça donne une petite idée à quoi pouvaient ressembler donc, les Champs-Élysées avant. Et aussi, pour conclure rapidement, le ciment n'est pas forcément utilisé uniquement pour les fondations ou pour ces grosses structures, mais également pour de la décoration et de l'ornementation. Le cas donc là ici du Palais de Chaillot, donc en 1937, l'usine de Boulogne-sur-Mer avait travaillé aussi sur d'autres types de ciments qui pouvaient être utilisés pour différents usages et notamment pour la sculpture avec un ciment que l'on appelle donc un super blanc artificiel. Et donc là ici on a des bas-reliefs réalisés en ciment. Donc certains ont été moulés
et d'autres ont été travaillés al fresco. Donc au moment du son séchage, on est venu donc le sculpter pour proposer ce genre de choses. Donc voilà, pour conclure, si on peut résumer, en fait, le boulonnais a participé, parce qu'on va quand même aller sur la partie vraiment de tout le boulonnais et pas seulement sur Boulogne-sur-Mer, mais le boulonnais a participé en fait à la modernisation de la France entre 1860 jusqu'à les années, on va dire, 80. C'est vrai que je ne me suis pas penchée sur la question sur l'impact que pouvait avoir l'usine de Limbres, mais ce secteur, en tout cas, a eu un impact très fort sur la modernisation de la France en proposant un ciment de très haute qualité, résistant, euh, que les ingénieurs ont pu s'approprier pour pouvoir proposer des structures innovantes et qui perdurent aussi dans le temps. Récemment, j'ai trouvé l'information comme quoi l'usine qui était sur Dèvres, pardon, avait fourni le chantier pour réaliser le CNIT. Donc, on voit que il y avait une reconnaissance de la qualité de ce ciment qui a donc servi à proposer enfin, à proposer au fil des années des édifices assez incroyables. Donc voilà. Très bien. Eh ben, merci Marine, c'était très intéressant et je pense que j'ai appris beaucoup de choses et surtout ça vient compléter des lacunes, puisqu'en fait on a tous quelques dates clés en Oui, tête, oui. mais voilà, là il y a encore des zones d'ombre et effectivement, autant on a beaucoup entendu parler des ciments du Sud, hein, enfin, les ciments autour de la région de Marseille, hein, les ciments de la Valentine, de Roquefort-la-Bidoule, etc. Dans Lyon, les ciments de Vassy, mais ça, tout ça, Mm. c'était plutôt dans les années 30, enfin 30 à 40. Bien évidemment, en 1840, les ciments aussi qui arrivent sur Grenoble, mais ce pan-là de l'histoire du nord de la France était moins connu, quoi. Et si je comprends bien, donc donc c'est ce qui a vraiment donné naissance aux ciments français qui sont devenus, bah, après la compagnie qu'on a connue, quoi, et qui était. Exactement, c'est ça. Tout est parti de cette entreprise de Boulogne-sur-Mer qui a grandi, qui s'est associée avec d'autres. Elle s'est même au début associée avec celle de Dèvres, la concurrence s'annonçait assez rude, donc ils ont préféré s'associer avec cette usine parce que le propriétaire était lui-même ingénieur et proposait des brevets pour améliorer notamment les fours séchoirs. Donc ils se sont dit qu'il était urgent de s'associer pour éviter une concurrence trop importante. Et au fur et à mesure, l'entreprise avait jusqu'à 11 usines réparties sur différents secteurs de France. Mhm. Bien, alors, je vois je regarde dans le chat, alors il y a Alors, des. il y a Nastaran qui a retrouvé le nom, apparemment c'est le passage Saint-Maur, Oui, c'est la ça. petite ruelle de Paris qui est encore en pavé de bois. Donc Oui. merci à Nastaran, elle a même donné un, un site internet où on peut aller trouver des renseignements complémentaires. Moi, alors, c'est une question de béotien, mais ce que vous appelez le ciment romain exactement, qui a l'air un vocable assez courant, c'est un ciment naturel qui était on trouvait en Angleterre essentiellement. C'est ça, donc c'était un ciment naturel et ce ciment, tout le monde va essayer de le reproduire et en France, on le fabriquera dans Lyon, un peu partout, justement pour pouvoir concurrencer les Anglais. Mais oui, en fait, c'est le ciment naturel, le ciment prond. C'était une appellation purement commerciale, hein. C'était. C'est ça, en fait, l'idée c'était de Ah, faire c'était le cette commercial, filiation. d'accord. Oui, oui. C'était de faire la filiation en fait déjà à l'époque on avait conscience de ce béton romain. Donc voilà, l'idée c'était vraiment que du commercial. Et alors sur Grenoble, les ciments, donc j'imagine que c'est Vicat qui avait commencé à. C'était des ciments Portland artificiels déjà sur Grenoble, mais qui sont postérieurs C'est aux ça, dates ils que vont, vous indiquez. voilà, le tout premier c'est vraiment sur Boulogne
Et pour vraiment se démarquer encore plus des futurs concurrents, ils ont apposé du coup cette idée de faire du naturel, même si très rapidement ils vont se rendre compte que c'est pas réalisable, parce que forcément les carrières ne proposent pas des ressources suffisamment régulières. Mais voilà, c'est vraiment les premiers. Et, et donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de cimenterie sur le boulonnais, mais il y a encore des carrières, parce on utilise souvent des granulats de boulonnais pour faire du béton, je crois. Alors du Des bétons coup, très clairs. Ouais, alors du coup, jusque dans les années 2010, il y en avait encore deux. Il y avait celle de Dan Camier et celle de l'Indre. Aujourd'hui, il n'y a plus que celle de l'Indre qui est vraiment à l'est du territoire du Boulonnais. Celle-ci est encore en activité. Toutes les autres ont disparu. Et je pense que pour ce qui est des carrières c'est certainement du coup celles qui doivent être sur l'Indre parce que les autres carrières n'existent plus non plus. En fait, elles ont été rebouchées par la végétation ou ensevelies pour en faire des étangs. Et les seules carrières qui sont encore présentes sur le secteur, ça va notamment être celles qui permettent de faire du côté de Marquise sur le marbre, ou alors du coup celle de l'Indre. Et je pense que du coup ça doit venir de là, les roches. Et alors, il y a une question de Myriam Winchou. Je vais ouvrir son micro pour qu'elle puisse parler. Il y avait une question de Benjamin aussi avant. Allez-y, vous pouvez parler. Oui, on passera la parole à Benjamin par la suite. Non, non, mais je vous en prie, laissez peut-être. Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Non, 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 en fait, juste rapidement, j'ai initié ce projet avec l'École des mines de Douai. Donc, moi, je suis Myriam Michaud, je travaille au pôle pétro du laboratoire des recherches des monuments historiques. Et voulais juste rajouter un petit détail, comme c'est vraiment le ciment du génie civil et des ouvrages d'art au 19e siècle, en tout cas, hein, tous les ciments du Boulonnais. Et juste pour ajouter un petit exemple sympa, on a également le pont Camille de Hogue, qui est connu comme étant le premier pont en béton armé français qui a utilisé également le ciment, les ciments du Boulonnais. Donc voilà, c'était juste une petite, un petit complément à cette magnifique présentation de Marine. Voilà. Merci. Alors, on va aussi ouvrir le micro de Benjamin. Ouais, merci. Euh, Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci pour cette présentation. Donc, j'ai compris que vous étiez consacré, enfin, que vos travaux ont été consacrés au sujet du développement de l'industrie du ciment dans le Boulonnais. La question que je me posais, c'est est-ce que vous aviez regardé en parallèle quelles ont été les règles? Parce que en dehors du développement du produit, bah, il faut qu'il y ait des règles d'utilisation de ces produits. Est-ce que vous avez mis en parallèle également ce sujet-là, c'est-à-dire le lien entre le produit et puis les règles d'utilisation? Et puis juste en aparté, mais je l'ai mis dans le chat pour ceux qui le voient, mais je pense que c'est uniquement les modérateurs. L'usine de lin a un petit peu d'avenir dans la région du Boulonnais, puisque ce sera un des premiers sites français sur lesquels il y aura sur le sujet de la décarbonation, de la mise en œuvre de la capture et du stockage de CO2. Donc il y a un petit peu d'avenir pour l'usine de lin. Mhm. Alors pour ce qui est des règles d'utilisation, on ne s'est pas penché sur la question. C'est vrai qu'on s'est vraiment consacré vraiment sur les connaissances plus historiques pour comprendre comment ça s'est développé et aussi avoir des informations sur les caractéristiques et la composition des ciments. Mais on n'a pas été effectivement jusqu'aux règles d'utilisation et c'est vrai que ça serait un volet intéressant de comprendre un petit peu comment tout ça a été mis en œuvre sur le territoire parce que c'est vrai qu'ils étaient leaders sur le marché. Donc, à savoir si effectivement il y avait des règles. Voilà, c'est un sujet qui pourrait être intéressant effectivement à fouiller. Oui, moi j'avais D'accord. en tête. Est-ce qu'on sait justement qu'est-ce qui a fait finalement le succès? Bon, il y a eu un côté, un process industriel qui était très élaboré, mais je pense qu'il y a aussi des raisons, enfin, sur les performances même du ciment, j'imagine, ou autre, la finesse de fabrication, etc., qui ont dû jouer un rôle important.
Oui, oui, justement, Monsieur Dupont s'est rendu compte que pour avoir un ciment de très haute qualité, il fallait avoir une pâte homogène. Une pâte homogène permettait d'avoir une bonne cuisson, enfin, ça permettait d'avoir une bonne densité. Donc, ils se sont vraiment penchés sur la fabrication et sur les apports les améliorations qu'ils pouvaient faire pour pouvoir produire un ciment qui était inaltérable et avec une densité incroyable et enfin, voilà. L'idée, c'était vraiment de se pencher sur toutes ces améliorations sur la fabrication et c'est son usage par tous les ingénieurs de l'époque qui va faire sa réputation. Entre eux, ils vont tous se passer le mot et ce ciment va être celui utilisé en priorité pour les travaux parisiens, pour les travaux faits par le gouvernement. Donc voilà. Après, quand on sait que la France entière décide d'utiliser ce ciment, la notoriété se fait et quand on voit aujourd'hui la durabilité de certains ouvrages, bon, on se voit que la notoriété n'était pas usurpée et que c'était fondé, quoi. D'accord. Bernard? Oui, non, je voulais simplement dire, en fait, effectivement, c'était à la fin du 19e, de mémoire, c'était 1891, en fait, que la commission des méthodes d'essai a été créée pour commencer à établir des cahiers des charges, justement, pour commencer à faire un peu le tri dans les nomenclatures de ciment qui étaient très variables, on va dire. Puis surtout, commencer à fixer des critères de composition, de résistance, etc., quoi. C'est vraiment au tout début 1902, je crois que ça a démarré, quoi. Oui, donc il y avait quasiment, en fait, les C'est 50 arrivé quand premières même années c'est arrivé bien après. voilà, qui étaient assez floues et forcément, ça a permis aussi des choses un peu bizarres. C'est vrai que dans les recherches, j'ai pu trouver des fois des mélanges avec les cendres des charbons. Enfin bon, il y avait des choses assez étonnantes aussi. Ouais. Alors, il y a deux questions et commentaires de Monsieur Monstour Montevrin. Pareil, j'active son micro. Vous pouvez parler directement. Ah, Sinon, on peut lire la question, hein, voilà, vas-y, je te laisse faire. Bon, alors, Monsieur de Monscourt, Montevrin demande Vous si m'entendez? il y a un Vous Ça rapport. y est, m'entendez? voilà. Ah, Oui, bon, c'est bon. Ouais. Merci. C'était une question concernant le transmanche. Est-ce qu'il y a utilisation du ciment du Boulonnais dans le transmanche il y a 30 ans? Et puis deuxième question, qu'est-ce qu'il en est de cette usine qu'on voyait longtemps le long de la digue sur le port il y a encore récemment? Alors, pour ce qui est du transmanche, j'ai pas pu me pencher sur la question. À l'origine, les recherches étaient assez ciblées sur 1850 jusqu'à 1900. Moi, c'est vrai que j'ai approfondi un petit peu pour voir ce que ça a pu donner dans la première moitié en fait, du XXe siècle. Effectivement, vu que l'usine de Limbre est encore active, on peut donc se poser aussi des questions sur les usages qui sont plus récents, mais j'ai pas d'informations là-dessus à donner. Donc pour ce qui est de l'usine, je pense que vous parlez donc de l'usine de la Liane. Celle-ci a été entièrement détruite à la Seconde Guerre mondiale et a été rasée dans les premières années de la reconstruction de la ville de Boulogne. Hmm. Enfin, si c'est celle-ci que vous parlez. Non, en fait, je parlais plutôt de l'usine mais je me demande si c'est pas plutôt des entrepôts de clinkers. Elle a une forme conique et elle était sur le long de la digue en bord de mer sur le port. Alors oui, je pense que c'est plutôt des entrepôts qui servent aujourd'hui à d'autres usines, mais en tout cas, c'est pas en lien Donc il n'y a avec plus du tout cette société. d'activité de ce côté-là. Non, sur Boulogne, ils ont arrêté. Donc, c'est vrai que je Ouais. m'interroge un petit peu sur le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que, on commençait à avoir un appauvrissement des roches et que la qualité n'était plus là? Ou voilà, cette société avait déjà, au moment du bombardement, avait déjà presque 8 autres usines. Donc, je pense qu'ils se sont dit, ça sert à rien de reconstruire non plus.
on a Ouais. d'autres usines. Donc voilà. OK, merci. Benjamin se posait la question aussi de savoir si il y a eu un suivi d'évolution des performances techniques du ciment au cours du temps. Alors là-dessus, je peux pas donner d'informations. Je pense que ces différentes, surtout sa société qui est assez importante, je pense qu'elle a dû certainement, elle avait des laboratoires assez importants dès le début de sa conception, de sa vie d'entreprise. Donc je pense qu'ils ont dû effectivement suivre dans le temps la dégradation et l'évolution des bâtiments dans lesquels il y a eu dans lesquels les ciments ont été utilisés. Malheureusement, le siège de l'entreprise était également à Boulogne-sur-Mer et a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en tout cas, on n'aura pas d'informations sur justement des éventuels suivis qui ont été faits, en tout cas avant le bombardement. Et c'est aussi pour ça qu'on a des lacunes aussi dans nos recherches. Parce que voilà, vu que le siège a été bombardé, ils avaient beau avoir un autre siège à Paris, Paris n'avait pas les mêmes informations, en tout cas, ils n'avaient pas les informations techniques, il n'y avait pas de laboratoire sur Paris, donc ils n'avaient pas accès à certains fonds. Ouais, ma question, excusez-moi, portait plutôt, est-ce que vous avez pu retrouver, peut-être au travers des brevets ou d'autres documents, euh, l'évolution du produit ciment en tant que tel? Je pense par exemple, peut-être la technologie de broyage qui a permis d'atteindre des finesses plus importantes sur les ciments. Voilà, c'est plutôt sur ce type-là de caractéristiques et pas les suivis d'ouvrages, etc. Alors effectivement, il y a des ouvrages dès 1900 qui justement commence un peu à comparer les techniques qui étaient utilisées en 1850 et qui expliquent justement les apports par exemple, des fours rotatifs, des nouveaux types de broyage. Il y a des ouvrages sur 1900 qui parlent un petit peu de ça, mais c'est vrai que je me suis pas non plus attardée non plus. Mais il y a des sources qui relatent ces informations-là. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sources, mais en tout cas, j'en ai quand même croisé quelques-unes qui justement expliquent un peu les évolutions sur le broyage, sur les fours. Et du coup, sur l'apport que ça pouvait avoir sur cette finesse justement de ciment qui a été produit après par la suite. Alors, Cyril Totoun a levé la main. Je vais ouvrir son micro. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Vous m'entendez? Cyril Totoun, vous pouvez poser la question. Vous avez levé la main, mais j'ai pas de questions dans le chat. Bon. Merci. Allez-y, on vous écoute. Bon, merci pour votre présentation. J'aimerais savoir si la plupart des ciments portants artificiels utilisés actuellement découlent toujours du brevet de Monsieur Demar. Alors, non, aujourd'hui, l'évolution est telle que ça n'a plus vraiment rien à voir avec ce qui était produit à cette période. Euh, voilà, c'est vraiment l'origine de la fabrication. Et quand on regarde les brevets de l'époque et qu'on peut comparer avec ce qu'il faut aujourd'hui, non, on va dire qu'il y a un monde entre les. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ces ciments, en fait, les ciments historiques, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne les fabrique plus de la même façon. Jean-Michel Coranty voulait nous parler des cendres, comme dans les bétons. Mais du coup, pourquoi tu as crédit d'impôt? En tout cas, si c'est comme ça par défaut, laisse. Moi, je ne connais pas. J'ai pas compris la question. Jean-Michel, tu peux
intervenir. Tu m'entends là? Oui, Je suis dans le train. Ok. C'était pour dire à Marina, parce qu'elle a dit que c'était bon, ils avaient essayé de descendre, que c'est pas du tout étonnant et qu'au contraire, c'est extrêmement moderne et que donc peut-être il y a quelque chose à creuser en fait d'un point de vue historique parce que c'est ce qu'on fait maintenant avec les bétons bas carbone. Donc il y a sûrement un sujet intéressant. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas croisé énormément d'informations dessus, mais de temps en temps, j'ai vu effectivement que dans leur mélange, ils faisaient des essais et notamment celui-ci, donc d'y mettre les cendres. Donc, mais voilà, le problème, vu on est sur des essais, peu de sources existent sur le sujet, mais je pense qu'en creusant un peu, il y a moyen d'en savoir plus. et puis il y avait une remarque de Myriam. Oui, oui, juste pour alors les analyses qu'on a pu effectuer, nous, sur tous les mortiers et bétons de ciment du 19e siècle, hein, on voit bien les différences quand on compare avec, par exemple, des bétons et des mortiers de la première moitié du 20e, hein, en particulier sur la taille des grains anhydres. Donc là, on en revient aux techniques de broyage, mais également sur l'homogénéité des grains anhydres qu'on peut rencontrer dans ces mortiers ou bétons anciens, en fait. On voit en particulier l'influence des températures de cuisson et de l'homogénéité des températures de cuisson dans les fours entre des ciments du milieu de 1850 et des ciments de la fin du 19e, par exemple, où on est beaucoup plus précis. Oui, tout à fait. Et juste un commentaire aussi, Marine, j'ai plus le nom, je ne sais plus si c'est Monsieur de Marle hein, qui avait déposé un brevet, je crois, dans les années 1870 sur déjà l'utilisation des laitiers. Je ne sais plus si tu as la date en tête, mais on avait vraiment des gens qui étaient très, très, très novateurs et sur en particulier également l'utilisation des laitiers de haut fourneau dans les ciments. Alors, c'était pas Monsieur de Marle, je crois qu'il était déjà mort. Ah mince, Mais justement, ça doit être, faudrait que je retrouve. Blanchetti? Non, c'est Ça pas doit long. être, comment il s'appelle? En fait, celui qui était propriétaire de l'usine de Dèvres, D'accord. qui commençait déjà à faire des brevets sur justement sur les fours séchoirs, ce genre de choses. Et je crois que c'est Ouais. lui qui avait fait sur les laitiers. Une autre question de Benjamin. Oui, merci. Excusez-moi parce que j'ai pas retenu les volumes que vous avez mentionnés produits par la société, il me semble, à l'échéance de 1930, il me semble, hein. Et plutôt par rapport à à la proportion nationale, enfin voilà, pour essayer d'avoir une vision de ce qui était produit sur le territoire du Boulonnais par rapport au national. Et puis effectivement, je confirme qu'il y a eu déjà sur le métro parisien, il y a eu des ciments au laitier ou des bétons au laitier qui ont été utilisés pour la construction du métro parisien dans les années 1900, effectivement. Donc oui, alors pour ce qui est des chiffres, donc en 1897, donc à la toute fin donc, du 19e, la France produit 7086 tonnes de ciment. Et à cette époque, le Boulonnais, lui, fournit 40% de cette production. Donc là, déjà, ça permet de se rendre compte que le Boulonnais produit quasiment la moitié du ciment en France. Et donc en 1931, donc une trentaine d'années après, l'entreprise qui se situe à Boulogne-sur-Mer, qui a plusieurs usines, va produire 6073 000 tonnes de ciment. Donc c'est quasiment, on va dire, la production en fait que la France pouvait avoir 30 ans plus tôt. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas la production totale française à cette époque-là. Il faudrait vérifier. Alors, une question de Loïc Divet. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, merci pour la présentation. J'avais une question sur la connaissance à l'époque, sur la régulation du ciment. Est-ce qu'on maîtrisait bien les quantités de gypse? Est-ce qu'ils étaient ajoutés
lors de la fabrication du ciment où on demandait aux bétonniers de faire cette régulation en fait? Alors là, c'est vrai que j'ai pas d'informations là-dessus. Les seules informations que moi j'avais sur le sujet, c'est les régulations autour de l'argile, mais pas sur le reste. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, des laboratoires étaient installés pour chaque usine et qu'il y avait une régulation quotidienne de la production pour justement vérifier un petit peu la qualité. Donc, voilà ce que je peux en dire, mais c'est vrai que sur cette partie-là, j'ai pas les infos. Très Peut-être bien, que mais merci. Myriam a les Oui, éléments. alors c'est tout à fait une question qu'on s'est posée, Monsieur Divet, c'est-à-dire quand est-ce Oui, qu'on a commencé à Boulogne à rajouter du gypse au clinker qui était fabriqué. Et il semblerait que ce soit vraiment à toute fin 19e, je crois, avec les travaux alors j'ai oublié le nom de ce scientifique, mais vraiment à la toute fin 19e. Après, il faut dire aussi qu'ils avaient une connaissance très, on dira, pratique de terrain de leurs produits. Et on sait par exemple qu'à Marseille, on avait des tris de grumes à la sortie des fours qui permettaient de faire peut-être 5 ou 6 ciments avec une seule cuisson, en regardant juste à la couleur les grumes qui sortaient du four, en fait. Donc il y avait vraiment une connaissance très pratique de leurs produits. Et puis il y avait aussi d'autres techniques, entre guillemets, de, de régulation de leur prise avec, ben, on laissait le ciment pendant un mois à l'extérieur. Enfin voilà, des choses assez peu, peu conventionnelles, mais voilà, ou faire des pré-prises, par exemple, des choses comme ça, avec les ciments naturels. merci. Moi, j'ai pas entendu. Ouais, moi non plus. Bernard, je te passe la main pour quelques mots de conclusion. Oui, bah écoute, oui, bah, je ne peux que remercier encore Marine et puis l'ensemble des intervenants aussi pour leurs remarques et leurs précisions. Je pense que c'était bien intéressant d'avoir voilà, une vision un peu plus historique, comme tu disais, qui change un petit peu du quotidien, qui est souvent très technique. Je pense qu'on aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, hein. Effectivement, on pourrait explorer l'histoire des appellations, d'apparition des règlements, enfin, toute la normalisation, mais ça, ce serait d'autres sujets à traiter. En tout cas, je pense que ça répondait à la demande. On voit il y a toujours un intérêt pour tout ce qui est historique et puis l'histoire de la construction. Et on commençait par les liants, c'est intéressant. Peut-être qu'on pourra prolonger l'exercice avec cette fois-ci l'apparition du béton, quoi, mais ça sera une autre histoire. Et pour conclure, ben, je donne rendez-vous à tous le 27 juin, parce qu'on a une date importante, puisqu'on visitera le viaduc des Fades, donc en Auvergne. Un viaduc ferroviaire aujourd'hui abandonné qui enjambe la vallée de la Sioule. Et on organise une journée technique sur le sujet qui sera très complète. On organise ça avec l'association Sioule et Patrimoine. Et je vous invite tous à vous inscrire et à venir participer. Ce sera sans doute très intéressant. Il y aura également une table ronde avec de nombreux échanges, puisque là, on parlera concrètement de l'avenir de l'ouvrage. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Merci encore une fois, Marine. Et puis, Et merci à vous de m'avoir permis de parler du sujet. très bien. Et puis début juillet, prochain webinaire de la FGC avec, je réfléchissais à ça tout à l'heure, euh, un sujet sur des ponts sans ciment, justement. Parfait. Bonsoir à tous Bonsoir. et merci. Bonsoir.